نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. L'émir du groupe État islamique à Ersal capturé par l'armée libanaise, 11 combattants de l'UI également interceptés dans cet important coup de filet. Le mur construit à Ain el-Helloué est un mur de protection destiné à préserver la sécurité du camp palestinien et à empêcher les terroristes de s'infiltrer à l'intérieur ou d'en sortir. Déclaration de la troupe ce vendredi. Le régime continue de gagner du terrain dans la partie rebelle d'Alep. Hier, plus de 30 civils ont été tués dans des bombardements. Les forces gouvernementales contrôlent désormais 60% de Massaken al-Ano, le plus grand des quartiers insurgés dans l'est de la ville. L'émir du groupe État islamique à Ersal a été capturé par l'armée libanaise. La troupe l'a annoncé ce matin. Dans un communiqué, elle assure qu'une force des services de renseignement a mené à l'aube une opération qui s'est soldée par la capture d'Ahmad Youssef Amoun. Elle a été soutenue par des unités de l'armée libanaise se trouvant à Ersal. La troupe a attaqué une position du groupe État islamique à Wadi al-Araneb. Exactement, des affrontements ont suivi et à l'issue desquels l'armée a arrêté 11 membres de l'EI. Les militaires ont également pu saisir des armes, des munitions et des ceintures explosives. Aucun soldat n'a été blessé durant ces opérations. Et puis le président de la République a salué l'opération de l'armée libanaise. Michel Aoun a également donné ses directives pour que l'enquête se poursuive afin que davantage d'informations au sujet des réseaux terroristes soient révélées. L'armée libanaise qui publie également ce vendredi une clarification concernant le mur construit près de Ain el-Helloué à Saïda. La troupe affirme qu'il s'agit d'un mur de protection destiné à préserver la sécurité du camp palestinien et à empêcher les terroristes de s'infiltrer à l'intérieur ou d'en sortir. Il s'agit aussi de fermer les passages menant au champ agricole des citoyens, poursuit le communiqué. Il y est précisé que cette décision est le résultat d'un accord entre des responsables des factions palestiniennes et la direction des services de renseignement. L'armée syrienne a encore gagné du terrain dans la partie rebelle d'Alep. La veille, plus de 30 civils ont été tués dans des bombardements. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée contrôle désormais 60% de Massaken al-Ano, le plus grand des quartiers rebelles dans l'est de la ville. Le régime avance donc rapidement. S'il parvient à prendre Massaken al-Ano, il pourrait avoir dans la ligne de tir le quartier voisin de Sakour, ce qui lui permettrait de couper le secteur rebelle en deux en isolant le nord du sud. Le président iranien Hassan Rouhani a demandé à l'Irak d'agir plus résolument contre les auteurs d'attentats. Hier, au moins 70 pèlerins chiites, principalement iraniens, sont morts dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique au sud de Bagdad. Les précisions de Marc Pope. Alors on aura peut-être l'occasion de regarder le reportage un peu plus tard. Pardonnez-nous pour cette erreur technique. Incendie en Israël. À présent, des centaines de personnes ont évacué près de Jérusalem. Antoine Fesneau nous en dit plus. Cette forêt n'est plus que flammes et cendres. Conséquence des violents incendies qui frappent la région. Ici à Haïfa, les feux ont poussé les autorités à faire évacuer 80 000 personnes, presque un tiers des résidents de cette ville du nord d'Israël. Alors que les pompiers tentent de limiter la propagation des flammes, certains habitants ne peuvent que constater les dégâts. La maison de ma mère a complètement brûlé. Elle sera sûrement démolie. Comme vous pouvez le voir ici, avec ces fissures, la maison est totalement fichue. Depuis plusieurs jours, une partie d'Israël est frappée par des incendies sans précédent. En cause, une sécheresse exceptionnelle et des vents violents qui attisent les foyers. Autre problème, une bonne partie des départs de feu seraient d'origine volontaire et plusieurs personnes ont déjà été arrêtées. Les responsables de l'État hébreu pointent du doigt les Palestiniens et les Arabes israéliens qui, eux, dénoncent une récupération politique. Il est évident qu'une bonne partie des incendies sont d'origine volontaire. Et comme le Premier ministre l'a dit, il y a un nouveau phénomène de terrorisme incendiaire.
Il n'y a pas de place pour la politique. Il faut qu'on se serre les coudes tous ensemble. J'appelle tous les jeunes, juifs et arabes, à aller aider les habitants à quitter leur maison. Plusieurs pays ont d'ores et déjà annoncé vouloir aider l'État hébreu. La Turquie, Chypre ou encore la France vont faire parvenir des bombardiers d'eau dans les prochains jours. En 2010, des incendies similaires avaient réduit en cendres la forêt du Carmel, toujours dans la région de Haïfa, et fait plus de 40 morts. Restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. Le ton monte entre l'Europe et Ankara alors que le Parlement européen a réclamé hier le gel temporaire des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Recep Tayyip Erdogan a réagi en menaçant l'Europe de laisser passer les migrants. Si vous allez plus loin, ces frontières s'ouvriront. Mettez-vous ça dans la tête. Voilà mot pour mot la menace formulée aujourd'hui par le président turc. Alors que ce dernier a promis de rétablir la peine de mort en votant ce texte, les eurodéputés entendent ainsi condamner les atteintes aux libertés fondamentales ces derniers mois en Turquie. Ils estiment en effet disproportionnées les mesures prises par le pouvoir contre le coup d'État manqué. Et en Bulgarie, des échauffourées ont éclaté dans le principal camp de migrants du pays. 1500 réfugiés ont jeté des pierres sur la police pour protester contre des mesures de confinement. Celle-ci vise à stopper une épidémie de gale. Le récit de Marc Pope. Hier, ils manifestent leur colère. Ces réfugiés du camp de Harmanli affrontent les forces de l'ordre et détruisent les locaux du centre qui les accueille. Depuis 2 jours, ils ont interdiction de sortir du camp, mis en quarantaine en raison de la crainte de maladies contagieuses. Les mesures temporaires qui ont été prises pour les empêcher de quitter le camp ont provoqué les tensions à l'intérieur. Des collègues et moi-même leur avons expliqué que ces mesures étaient dans leur propre intérêt et dans celui des citoyens, pour qu'ils se calment. La semaine dernière, des informations parues dans les médias locaux ont fait état de migrants avec des maladies de peau contagieuses. De fausses rumeurs a assuré la direction du camp, ce qui n'a pas empêché certains habitants de manifester, exigeant la fermeture du centre. Des tensions révélatrices du sentiment anti-migrant qui se propage en Bulgarie. Le centre doit être déménagé à la frontière. C'est là qu'il devrait être construit et les migrants devraient aller là-bas. La Bulgarie a renforcé ses contrôles aux frontières et des milices traquent régulièrement les personnes qui tenteraient d'entrer illégalement dans le pays. Selon les estimations officielles, environ 13 000 migrants, pour la plupart venus d'Afghanistan, sont actuellement bloqués dans le pays, dont 3 000 dans le camp de Harmanli. Colombie, le président Santos et le chef des FARC, Timochenko, ont signé la nouvelle version des accords de paix. La signature a eu lieu dans la salle du théâtre Colón. De son côté, celui qui avait contribué à torpiller l'ancien texte, l'ex-président Álvaro Uribe, dénonce toujours des déséquilibres. On écoute tour à tour Juan Manuel Santos et Álvaro Uribe. Je reconnais que ce nouvel accord est meilleur que celui que nous avions signé à Carthagène. Il est meilleur parce qu'en lui réside l'espoir et les aspirations de la majorité des Colombiens. J'espère qu'avec la procédure en cours, la ratification se fera d'ici la semaine prochaine. Nous participerons au débat et nous essaierons avec vous d'apporter des améliorations, car des divergences subsistent sur des points essentiels. Au vu de la grande responsabilité politique que nous avons auprès des Colombiens, nous allons essayer de faire participer les citoyens pour faire respecter les points que le gouvernement n'a pas voulu accepter. Je vous propose à présent un focus sur le Black Friday qui tombe cette année ce vendredi 25 novembre. Il marque traditionnellement le début de la course aux achats pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis. Antoine Fenot. Chaque année, dès le lendemain de Thanksgiving, c'est la même image, le même rituel. Des files entières de consommateurs impatients attendent sur le trottoir
Leur but, accéder au magasin pour le Black Friday. Le Black Friday, c'est une tradition aux États-Unis. Chaque année, le dernier vendredi de novembre, les commerçants lancent le shopping de Noël avec des soldes très avantageux. Du coup, les files d'attente se multiplient, comme ici en Californie devant cette enseigne d'électronique où certains consommateurs ont fait la queue pendant des jours. Honnêtement, je suis épuisé. Je me couche à 4 h du matin, je me réveille vers 9 h. Je ne suis parti de la queue que 2 heures pour rentrer à la maison, me doucher et manger, et je suis revenu prendre ma place. Au total, 102 millions d'Américains ont pris d'assaut les magasins en 2015, c'est un tiers de moins qu'en 2012. En cause, le fait que les promotions soient réparties sur une plus longue période. Le Black Friday, c'est aussi un moment important pour les vendeurs. Ils réalisent entre 20 et 40% de leurs ventes annuelles sur cette période. Une tendance qui gagne aussi l'Hexagone. En France, les commerçants se sont aussi mis au diapason de ces soldes, proposant eux aussi jusqu'à moins 50%. L'occasion pour les consommateurs d'acheter leurs cadeaux de Noël en avance. En 2015, les Français ont dépensé 632 millions d'euros. Et puis en France, 48 heures avant l'élection de la primaire dimanche qui doit permettre de désigner le candidat de la droite à l'élection présidentielle en juin 2017. Un dernier débat a eu lieu hier soir entre les deux derniers candidats, François Fillon et Alain Juppé. Difficile de se frayer un chemin. Directement après le débat, Alain Juppé s'est rendu rue Montmartre, dans le 2e arrondissement de Paris. Une foule de militants l'attend et l'acclame. Alain Juppé, lui, est visiblement assoiffé. Pour espérer rattraper son retard, le maire de Bordeaux devait se montrer le plus convaincant dans ce premier et dernier face-à-face. C'est chose faite pour ses partisans. Je crois que le vainqueur, c'est Alain Juppé. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu les deux projets des candidats. On a un candidat qui accepte une France de la diversité, on en a un qui la refuse. On a un candidat qui accepte des fonctionnaires qui travaillent plus mais payent plus. On a un autre candidat qui le refuse. Monsieur Juppé était beaucoup plus convaincant au niveau de ses arguments et de sa politique, aussi bien extérieure que la politique intérieure. Et de plus, il a des éléments intéressants à apporter pour les femmes et les jeunes. Dans ce bar du 15e arrondissement, le débat aussi est retransmis. Mais ici, ce sont des fillonistes. Et à chaque coup de leur candidat porté à Alain Juppé, ils exultent. On ne veut pas vraiment changer les choses, ils s'inscrivent. Je pense que François Fillon a montré ce qu'il avait dans le ventre, des valeurs, une posture d'homme d'État et une position très claire et ferme sur l'avenir de la France. Un homme qui n'a pas peur de montrer ses convictions, qui a le courage de la vérité, avec un programme qui est celui du redressement national. Il reste aux deux candidats une seule journée de campagne pour faire pencher la balance. Les instituts de sondage, eux, se sont déjà prononcés. François Fillon serait largement gagnant. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'émir du groupe État islamique à Ersal capturé par l'armée libanaise. 11 combattants de l'EI également interceptés dans cet important coup de filet. Le mur construit à Ain el-Helloué est un mur de protection destiné à préserver la sécurité du camp palestinien et à empêcher les terroristes de s'infiltrer à l'intérieur ou d'en sortir. Déclaration ce vendredi de la troupe. Le régime continue de gagner du terrain dans la partie rebelle d'Alep. Hier, plus de 30 civils ont été tués dans des bombardements. Les forces gouvernementales contrôlent désormais 60% de Massaken à Nano, le plus grand des quartiers insurgés dans l'est de la ville. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي